Arrêtez de défiler. Si vous achetez, vendez, ou même si vous envisagez de posséder de l'or et de l'argent, vous devez entendre ceci maintenant, car la manière habituelle dont les boutiques de numismatique survivent vient de se fissurer, et la plupart des gens ne le réaliseront pas avant que les portes ne soient déjà verrouillées. J'enregistre ceci le mercredi 28 janvier et il est actuellement 7h du matin, heure de New York. Commentez l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, car je veux voir à quel point notre audience est mondiale. Bienvenue sur le Réveil financier, votre guide pour comprendre les dynamiques cachées du marché des métaux précieux. Voici la situation. Vous entrez dans une boutique locale, vous attendant à l'habituel, un panneau avec un prix clair, une poignée de main rapide et une transaction simple. Mais aujourd'hui, les tableaux de prix changent en pleine conversation. Les vitrines sont plus légères, les écarts se creusent, et certaines boutiques, celles qui achetaient autrefois tout ce qui n'était pas cloué au sol, refusent d'acheter la moindre once. Cela semble dramatique, n'est-ce pas? Ça l'est. Et la raison n'est pas que les gens thésaurisent, que la demande est folle ou que le marché est imprévisible. Ce ne sont que des symptômes. Le vrai problème est un goulot d'étranglement auquel la plupart des acheteurs au détail ne pensent jamais les raffineurs. Et une fois que vous comprendrez ce qui se passe au niveau des raffineurs, vous réaliserez pourquoi une vague de petits négociants est à une mauvaise semaine de la faillite et pourquoi cela pourrait affecter vos primes, votre liquidité et le prix réel que vous obtiendrez lorsque vous devrez vendre. Mais d'abord, laissez-moi planter le décor, car c'est l'un de ces moments où les détails comptent. Vous l'avez probablement remarqué, l'argent a fluctué comme s'il avait sa propre volonté, non pas le mouvement lent et ennuyeux d'1 € de plus, 1 € de moins. Je parle de mouvements brusques qui peuvent transformer une bonne affaire en un mauvais achat avant même que vous n'atteigniez votre voiture. Et lorsque l'argent dépasse cette zone psychologique à 3 chiffres, tout change. Les gens qui l'ignoraient pendant des années apparaissent soudainement. Ceux qui en détenaient depuis longtemps sont soudainement tentés de vendre. Et la boutique, au milieu de tout cela, doit survivre à ces deux foules en même temps. C'est pourquoi vous voyez de nombreuses boutiques modifier leur style de tarification. Au lieu d'un simple chiffre fixe, cela devient spot plus ceci, spot plus cela, spot plus. S'il vous plaît, ne me poursuivez pas si le marché bouge pendant que vous comptez l'argent. Car lorsque les prix évoluent rapidement, un prix imprimé devient un passif. Et si vous pensez que c'est ennuyeux en tant que client, imaginez ce que c'est pour un négociant dont l'ensemble de l'activité dépend de la rotation rapide de son inventaire. Voici le test de compréhension. Si vous savez ce que signifie le prix spot, vous avez déjà une longueur d'avance sur de nombreux passants. La plupart des gens ne le savent pas. Ils veulent juste un chiffre. Mais lorsque la volatilité explose, les négociants ne peuvent plus vivre dans un monde de chiffres simples. Ils doivent vivre avec des écarts, des couvertures et du temps. Et c'est là que le vrai danger commence. Car la plus grande menace actuelle n'est pas que les clients achètent trop, c'est que les négociants ne peuvent pas écouler de manière fiable ce qu'ils achètent. C'est la partie qui devrait vous faire dresser l'oreille. Dans un marché normal, un négociant peut accepter des débris d'or, de l'argent sterling, des pièces aléatoires, des lingots étrangers étranges, des bijoux cassés et toutes les babioles que les gens apportent. Ensuite, le négociant a un débouché, le raffineur. Le raffineur prend le matériau, l'analyse, le traite et paye le négociant en fonction de sa teneur en métal, généralement selon des conditions que le négociant peut planifier. Et c'est ce moteur ennuyeux qui maintient l'ensemble de l'écosystème local en marche. Mais que se passe-t-il lorsque ce moteur commence à s'essouffler? Que se passe-t-il lorsque le débouché sur lequel vous dépendiez depuis des années change soudainement les règles? C'est là que les choses se compliquent, car, en ce moment, de nombreux négociants signalent le même schéma. Les raffineurs ralentissent, se resserrent ou suspendent purement et simplement certaines catégories. L'argent est la première chose à être restreinte parce qu'il est volumineux. Il prend plus de place
et les marges de traitement peuvent être comprimées lorsque le marché est chaotique. Mais voici le rebondissement qui a choqué beaucoup de monde. Même l'or, généralement le plus facile à gérer, commence à devenir plus difficile lorsque la volatilité et le risque augmentent simultanément. Et ce n'est pas parce que l'or est moins précieux. C'est parce que l'activité de transformation de l'or en argent devient plus risquée lorsque les fluctuations de prix sont violentes et que les conditions de crédit se resserrent. Selon les récentes mises à jour du marché, le système financier au sens large vit dans un mélange étrange. Argent cher, prix en mouvement rapide et prêteurs nerveux. Vous le ressentez partout, du financement des stocks à l'assurance maritime, en passant par la manière dont les contreparties exigent plus de protection. Ainsi, lorsqu'un négociant entend « Nous prendrons votre matériel, mais vous ne serez pas payé rapidement, et nous ne bloquerons pas votre prix aujourd'hui », ce négociant n'entend pas un inconvénient mineur. Ce négociant entend « Vous êtes désormais le casino ». Laissez-moi vous expliquer cela clairement. Traditionnellement, un négociant dépose de la ferraille, bloque le prix à ce moment précis et est payé rapidement. Cela permet au négociant de recycler son argent et de maintenir la boutique en activité. Acheter le matin, vendre au raffineur, réapprovisionner, répéter. Si le paiement est retardé, de jours, puis de semaines, puis quand on s'en occupera, l'argent du négociant est bloqué. Et si le raffineur ne bloque pas le prix avant plus tard, le négociant est exposé à un mouvement de marché défavorable pendant qu'il attend. Cela signifie que le négociant doit évaluer votre achat comme un scénario catastrophe, car la plupart des négociants ne sont pas des joueurs, ce sont des gestionnaires de risque. L'écart se creuse. Le panneau « Nous payons près du spot » devient un souvenir. Et puis l'étape suivante est celle que personne ne veut prononcer à voix haute. Certaines boutiques arrêtent d'acheter, non pas parce qu'elles détestent les clients, non pas parce que la demande est faible, mais parce que leur modèle de survie s'effondre. Voici un exemple concret que vous pouvez visualiser. Imaginez un négociant qui achète une grande quantité d'or à un vendeur de passage. Dans un monde normal, ce négociant la transforme rapidement en argent via le raffineur. Même si le négociant réalise une faible marge, la vitesse maintient l'activité. Maintenant, changeons une variable. Le négociant n'est pas payé avant 2 semaines et le prix n'est pas bloqué. Pendant cette fenêtre de 2 semaines, l'or pourrait chuter brutalement ou il pourrait augmenter, mais si vous gérez une entreprise, vous ne pouvez pas supposer le meilleur. Vous vous préparez au pire. Donc, soit vous l'achetez à un prix nettement inférieur, ce qui signifie que vous offrez au vendeur beaucoup moins que ce qu'il attend, soit vous ne l'achetez pas du tout. Et si suffisamment de boutiques font cela en même temps, le public commence à ressentir quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis longtemps, l'illiquidité. Vous allez vendre et la réponse est non, ou vous obtenez une offre si basse qu'elle semble insultante. Ou la boutique dit « revenez demain, car nous devons voir comment le marché ouvre ». C'est le scénario cauchemar pour quiconque pensait que les métaux étaient de l'argent, car l'argent est censé être liquide. Si vous pensez que cela ne peut pas vous arriver, observez la semaine prochaine. La pression monte. Et maintenant, nous arrivons à la phase de panique. Les petites boutiques et les négociants régionaux dépendent souvent des grands raffineurs nationaux de la même manière qu'un petit restaurant dépend d'un distributeur. C'est leur chaîne d'approvisionnement. Donc, lorsque cette chaîne se resserre, vous commencez à entendre des histoires comme celle-ci. Une boutique qui se vantait de payer le plus ferme, soudainement ferme plus tôt. Non pas parce qu'elle gagne, mais parce qu'elle n'a plus de liquidité. Un grand négociant régional, quelqu'un qui semblait toujours intouchable, commence à appeler partout en demandant « Est-ce que vous achetez aujourd'hui? Êtes-vous ouvert? Pouvez-vous prendre ma ferraille? Que faites-vous » Ce n'est pas de la confiance, c'est du triage.
Et une fois que quelques acteurs commencent à faire du triage, la tarification de tout le quartier peut changer du jour au lendemain. Mais voici où je vais remettre en question une hypothèse populaire. Beaucoup de gens entendent que les raffineurs n'achètent plus et imaginent un arrêt permanent, comme si toute l'industrie du raffinage avait tout simplement cessé. Je suis sceptique quant à cette interprétation. Il est plus probable que les raffineurs rationnent leurs capacités, se protègent de la volatilité et contrôlent les entrées en fonction de leur fonds de roulement et de leurs risques. En d'autres termes, ce n'est pas que la machine est morte, c'est que la machine choisit ce qu'elle veut manger. Et quand et si vous êtes un petit négociant, cette distinction ne vous aide pas, car qu'il s'agisse d'un arrêt ou d'une restriction, le résultat est le même. Vous ne pouvez pas transformer de manière fiable la ferraille en argent selon des conditions prévisibles. Alors, que font les négociants? Ils commencent à changer ce qu'ils achètent. Ils achètent ce qu'ils savent pouvoir vendre rapidement au comptoir. Ils achètent les produits populaires, les pièces de monnaie courante, les lingots standards, les articles ayant une demande immédiate au détail. Mais les articles étranges, les poids inhabituels, les pièces à faible demande, les gros sacs d'argent mélangés deviennent des stocks toxiques. Et c'est là que de nombreux accumulateurs quotidiens sont pris au dépourvu, car beaucoup pensent que l'argent est l'argent. En théorie, oui. Dans un écosystème de détail sous tension, pas toujours. Plus l'article est standardisé, plus il est facile à déplacer sans raffineur. Plus l'article est inhabituel, plus la boutique dépend d'un débouché en arrière-plan. Les négociants commencent donc à dire des choses comme j'achèterai des pièces populaires, mais je ne toucherai pas à cette pièce de faune étrangère aléatoire aujourd'hui. Je n'achète pas ce lot mixte. Je n'achète pas de sac d'argent sterling. Et puis, si vous êtes un vendeur, vous vous sentez puni même si vous n'avez rien fait de mal. Et si vous êtes un acheteur, vous commencez à voir les étagères se vider, non pas parce que le métal n'existe pas, mais parce que les négociants ont peur d'être bloqués. Maintenant, voici le véritable rebondissement. Si cela continue, vous verrez deux prix pour le métal. Non pas le prix papier contre la prime physique, ça c'est de la vieille nouvelle. Je parle de deux prix physiques, le prix de haute liquidité pour les produits standards et la décote de basse liquidité pour tout le reste. Et cela crée une boucle d'incitation étrange. Les gens se précipitent pour acheter ce qui est le plus liquide. Les négociants stockent ce qui se vend le plus vite. Tout le reste est ignoré. Puis, lorsque les vendeurs se présentent avec les articles ignorés, les négociants offrent moins, ce qui donne aux vendeurs l'impression d'être pressés, ce qui incite plus de gens à conserver et à attendre, ce qui crée plus de rareté au niveau du détail. C'est une spirale, et une fois qu'une spirale commence, elle se nourrit de la psychologie, pas seulement du métal. La question devient donc, est-ce un coup fatal pour les boutiques de numismatique? Voici la réponse honnête. Pour certaines d'entre elles, oui. Si une boutique est sous-capitalisée, c'est à dire qu'elle n'a pas un solide coussin de trésorerie, elle ne peut pas survivre dans un monde où l'argent est bloqué pendant une semaine ou deux, car le loyer n'attend pas, la paie n'attend pas, l'assurance n'attend pas, les services publics n'attendent pas. Et si le modèle commercial de la boutique était d'acheter du métal et de le revendre au raffineur, alors un ralentissement du raffineur ne fait pas que nuire, il supprime le modèle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car il existe un deuxième modèle, le modèle d'écosystème. Une boutique qui peut acheter et vendre au sein de sa propre clientèle, avec une demande de détail d'un côté et une offre de détail de l'autre, peut survivre plus longtemps sans dépendre des raffineurs. Si vous achetez une pièce aujourd'hui et la vendez demain à un collectionneur ou à un accumulateur, vous avez créé de la liquidité au sein de vos propres murs. C'est ce que font les boutiques résilientes. Et voici la partie que les gens sous-estiment. La résilience n'a souvent rien à voir avec le fait d'être la plus grande boutique. Elle a à voir avec la diversification. Certaines boutiques sont essentiellement des comptoirs de lingots. C'est bien dans un marché calme, mais
Dans un marché sous tension, les boutiques qui proposent plusieurs catégories, pièces de collection, billets de banque, articles mondiaux, bijoux, montres, même la revente de petits articles de luxe ont plus de moyens de générer des flux de trésorerie. Elles peuvent pivoter. Et pivoter est le mot que vous entendrez souvent si cet environnement perdure. Car les négociants qui survivront seront ceux qui cesseront de penser comme des revendeurs rapides pour commencer à penser comme des opérateurs. Ils resserreront leurs limites d'achat, ils réduiront leur risque de stock. Ils fixeront des prix dynamiquement. Ils établiront des relations avec des acheteurs alternatifs. Ils formeront leur personnel. Ils créeront une clientèle qui viendra à eux pour plus que le simple poids du métal. Eh oui, c'est plus difficile. Il est plus difficile d'être une véritable boutique multiservice que de simplement arbitrer un écart par rapport à un raffineur, mais la difficulté est ce qui vous maintient en vie quand la facilité cesse de fonctionner. Une des raisons pour lesquelles cela semble si soudain est que la volatilité comprime le temps de décision. Elle force tout le monde à faire des choix plus rapidement que ce que leur système n'était conçu pour gérer. Lorsque les prix sont calmes, vous pouvez utiliser une tarification unitaire et la mettre à jour une fois par jour. Lorsque les prix fluctuent fortement, cette mise à jour quotidienne devient un piège. Les boutiques passent donc au spot plus, parce que le spot plus évolue automatiquement avec le marché. Ce n'est pas joli, ce n'est pas aussi convivial, mais c'est une stratégie de survie. Et la survie est l'objectif en ce moment. Maintenant, abordons la partie qui vous affecte directement. Que vous soyez acheteur ou vendeur, si vous êtes acheteur, vous devez comprendre pourquoi les primes peuvent rester élevées, même si le prix principal recule. Car les primes ne sont pas seulement une question de demande, elles concernent aussi le risque du négociant. Si un négociant ne peut pas écouler son excédent de stock vers un débouché fiable, il doit se protéger. Cette protection se manifeste par des primes plus élevées sur ce qu'il vend et des offres plus basses sur ce qu'il achète. C'est ainsi que le négociant crée un tampon contre l'incertitude. Donc si vous entrez et dites pourquoi est spot plus autant aujourd'hui, la vraie réponse est que le négociant évalue le risque que le débouché ne se comporte pas normalement. Si vous êtes vendeur, vous devez comprendre pourquoi une boutique pourrait dire non, même lorsque le métal est demandé. Ce n'est pas personnel, c'est une question de calcul. Un négociant peut vendre quelques dizaines de grammes d'or ou quelques rouleaux d'argent par jour. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un arrive avec environ 1,5 kg d'or ou une énorme pile d'argent mélangée? Par le passé, le négociant pouvait l'acheter, garder ce dont il avait besoin pour la vente au détail et expédier le reste. Si les conditions du raffineur changent, le négociant se retrouve coincé avec une position gigantesque qu'il ne peut pas parfaitement couvrir au niveau du détail. Ces choix sont donc difficiles. Acheter bien en dessous du prix spot ou refuser. Et c'est pourquoi vous voyez des panneaux comme n'achète pas d'argent aujourd'hui dans des endroits où vous n'auriez jamais pensé en voir. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Comment savoir si votre boutique locale est en danger? Observez ces signaux. Premièrement, des heures d'ouverture réduites. Si une boutique commence à fermer plus tôt les jours de forte volatilité, elle pourrait manquer de liquidité ou essayer de limiter son exposition. Deuxièmement, des offres d'achat extrêmement incohérentes. Si leur prix d'achat fluctue plus fortement que le marché lui-même, ils essayent de protéger leur trésorerie. Troisièmement, des changements soudains de politique. Pas de retour, pas de paiement en espèces, sur rendez-vous uniquement, achat de certains articles seulement. Quatrièmement, une vitrine étrangement vide un jour où tout le monde parle des métaux. Une vitrine vide peut signifier deux choses. Soit ils vendent tout,
soit ils n'achètent pas assez pour réapprovisionner et c'est pas la même chose. Maintenant, la partie qui va vous surprendre. Certaines boutiques vont en fait gagner dans cet environnement. Comment? La confiance. Quand les temps sont faciles, tout le monde semble compétent. Quand les temps sont difficiles, les clients se souviennent de ceux qui sont restés ouverts, qui sont restés justes et qui n'ont pas disparu. Ainsi, si une boutique continue d'acheter et de vendre malgré le chaos dans des limites raisonnables, les clients s'en souviennent et cela devient un capital de marque au niveau local. Ce qui signifie que lorsque les conditions se normaliseront, cette boutique pourrait se retrouver avec une clientèle fidèle plus importante qu'auparavant. Donc, non, ce n'est pas une fatalité garantie pour chaque négociant, mais c'est un test de stress. Et les tests de stress exposent les bilans faibles. Parlons maintenant de ce qui pourrait motiver le comportement des raffineurs, car je vous ai promis un raisonnement nouveau, pas seulement une répétition de ce que vous avez déjà entendu. Un facteur possible est un simple arriéré. Lorsque les volumes explosent, les raffineurs sont inondés. L'analyse et le traitement ne sont pas instantanés. Si un raffineur est submergé, il peut soit arrêter les entrées, ralentir les entrées, soit modifier les conditions de paiement pour contrôler le flux. Un autre facteur est le coût de la couverture. Les raffineurs et les négociants couvrent souvent le risque de prix. Lorsque la volatilité augmente, les marges de garantie requises pour la couverture peuvent grimper. Cela immobilise le capital. Si le capital est immobilisé, les conditions de paiement se resserrent. Un autre facteur est le risque de contrepartie. Dans les marchés sous tension, tout le monde s'inquiète pour tout le monde. Si les raffineurs sont incertains quant à leurs propres acheteurs en aval ou au système de règlement, ils resserrent leurs propres conditions en amont. Et il y a un quatrième facteur, les gens n'aiment pas parler de conformité et de logistique. Déplacer le métal, le vérifier, l'assurer, l'expédier et le traiter est devenu une charge administrative plus lourde au fil du temps. Lorsque les choses deviennent chaotiques, les goulots d'étranglement administratifs peuvent devenir des goulots d'étranglement financiers. Selon les derniers rapports financiers publics disponibles, de nombreuses industries disposent de coussins de fonds de roulement plus serrés qu'auparavant. Lorsque les tampons sont minces, les petites perturbations ressemblent à de grandes crises et cela se répercute. Maintenant, si vous pensez, d'accord, mais est-ce temporaire? Voici ma contre-argumentation. Je ne sais pas, et les gens qui agissent comme s'ils savaient ne le savent pas non plus. Quiconque vous dit avec certitude que cela se terminera la semaine prochaine devine, quiconque vous dit avec certitude que cela durera éternellement devine également. Ce que nous pouvons dire, c'est ceci, les conditions qui créent cette forte volatilité, ce crédit serré, ce flux intense au détail, peuvent arriver par vagues. Donc, cela peut s'atténuer, puis revenir, puis s'atténuer à nouveau. Ce qui signifie que la bonne stratégie n'est pas de parier sur une résolution nette. La bonne stratégie est de s'adapter. Et l'adaptation pour les négociants ressemble à la construction de débouchés alternatifs. Certains négociants construisent des réseaux avec d'autres négociants. Certains utilisent des grossistes. Certains prennent plus de stocks en consignation. Certains élargissent leur gamme de produits. Certains se tournent vers la numismatique et les objets de collection où les marges peuvent compenser le risque. Certains offrent des options de crédit en magasin lorsque l'argent est serré. Certains resserrent les limites d'achat et utilisent des prix sur demande. Et pour vous, en tant que spectateur individuel, l'adaptation ressemble à ceci. Si vous achetez, connaissez votre tolérance aux primes et soyez patient avec vos entrées. Si vous vendez, sachez que la commodité a un prix sur les marchés chaotiques et envisagez de vendre d'abord les articles les plus liquides.
Si vous accumulez à long terme, ne laissez pas le chaos à court terme vous faire commettre des erreurs à long terme. Et c'est là que je dois dire quelque chose qui pourrait irriter les deux camps. Toutes les primes élevées ne sont pas de la cupidité. Toutes les offres basses ne sont pas une arnaque. Parfois, c'est simplement une tarification du risque. Cela ne signifie pas que vous devez accepter de mauvaises affaires. Cela signifie que vous comprenez le jeu auquel vous jouez, et le jeu en ce moment est la gestion des risques. Une autre couche que la plupart des gens ne considèrent jamais est la façon dont le risque de prix s'insinue même lorsque vous pensez ne traiter qu'avec du métal physique. Un raffineur ne se contente pas de fondre et de payer, il gère l'exposition entre le moment où il accepte votre matériel et le moment où il peut livrer le produit raffiné à l'acheteur suivant. Si cette chaîne ralentit, il détient un inventaire dont la valeur change à chaque minute. Et lorsque la volatilité augmente, le coût de cette exposition peut augmenter du jour au lendemain, d'autant plus que la couverture nécessite souvent plus de garanties, et les garanties, c'est de l'argent. Voici pourquoi cela vous concerne. La boutique de la rue principale n'a pas le bilan d'une opération nationale. Donc, lorsque les conditions en amont se resserrent, la boutique devient l'amortisseur de choc. C'est pourquoi vous verrez des limites d'achat plus strictes, des paiements plus lents, plus d'offres sur demande et un écart plus important entre leur prix de vente et leur prix d'achat. Cela semble injuste en tant que client, mais c'est souvent le seul moyen pour un petit opérateur d'éviter qu'une seule mauvaise journée ne se transforme en fermeture définitive. Et c'est aussi pourquoi je n'adhère pas automatiquement à l'affirmation virale selon laquelle cela prouve que le prix réel est bien plus élevé et que le papier est faux. Être, peut être pas. Un pipeline plus serré peut augmenter les primes sans que cela signifie que l'offre mondiale a disparu. Parfois, c'est un embouteillage logistique, un resserrement du crédit ou un arriéré qui devient un goulot d'étranglement temporaire. Le danger est lorsque les gens confondent un goulot d'étranglement avec une réalité permanente, puis prennent des décisions qu'ils ne peuvent pas annuler. Voici donc un angle sceptique. Si vous voyez des primes exorbitantes, demandez-vous si vous payez pour le métal ou si vous payez pour le financement et le risque de quelqu'un d'autre. Car si le pipeline se rouvre, les primes peuvent chuter même si le prix principal reste fort. Cela ne signifie pas que vous aurez tort de posséder du métal. Cela signifie simplement que le moment de l'entrée compte plus que ce que le battage médiatique ne le laisse entendre. Si vous voulez une façon simple de penser à la liquidité, divisez le physique en 3 catégories. La première catégorie est le détail instantané, les pièces de monnaie gouvernementale populaire et les lingots courants qui se déplacent rapidement. La deuxième catégorie nécessite un débouché, les poids impairs, les lots mixtes et les produits moins reconnus qu'une boutique peut normalement vendre en gros. La troisième catégorie est le véritable traitement, la ferraille de bijoux, la ferraille d'argent sterling et tout ce qui doit être raffiné pour redevenir uniforme. Lorsque les raffineurs se resserrent, les catégories 2 et 3 sont les premières touchées et la catégorie 1 reçoit toute la demande et toutes les primes. D'après les récentes mises à jour du marché, vous pouvez voir un autre point de pression. Lorsque les coûts quotidiens restent élevés, plus de gens sont tentés de vendre lors des pics de prix pour obtenir des liquidités. Cela augmente le flux entrant au moment même où les négociants sont le moins capables de l'absorber. Ainsi, le public voit plus de vendeurs, la boutique voit plus de risques et le raffineur voit plus d'arriérés. Un maillon serré tire sur le suivant et soudain toute la chaîne semble bouger au ralenti. Revenons au marché car nous allons aborder la partie qui pourrait changer à jamais votre façon de penser à la vente à une boutique. Si les raffineurs continuent de restreindre leur activité, les boutiques de numismatique deviendront des micro-marchés. Chaque boutique fixera ses prix en fonction de sa propre position de trésorerie, de sa propre clientèle et de ses propres débouchés.
Cela signifie que le prix n'est plus seulement un chiffre, il devient local. Et une tarification locale signifie que votre meilleure option ne peut être pas la boutique la plus proche de chez vous. Ce pourrait être la boutique la mieux capitalisée. Ce pourrait être la boutique diversifiée. Ce pourrait être la boutique qui a les relations. Et oui, cela pourrait même être la boutique qui ne peut pas offrir la meilleure offre, mais qui peut réellement conclure la transaction aujourd'hui. C'est ce que les gens oublient lorsqu'ils courent après le prix d'achat affiché le plus élevé. Un prix affiché n'a aucun sens si la boutique ferme à midi. La vraie question devient donc, voulez-vous le devis le plus élevé ou voulez-vous la plus forte probabilité d'être payé? C'est le compromis. Et ce compromis explique pourquoi certaines boutiques vont perdre des clients et d'autres vont en gagner. Parlons maintenant de la demande, car il y a une idée fausse selon laquelle la demande seule résout ce problème. Les gens disent que s'il y a une file d'attente à la porte pour acheter, les négociants s'en sortiront bien. Parfois, si la boutique a un équilibre acheteur et vendeur le même jour, elle peut survivre parce que le stock tourne. Mais si vous avez des jours où tout le monde vend et personne n'achète, la trésorerie de la boutique s'épuise. Et si vous avez des jours où tout le monde achète et personne ne vend, la vitrine se vide. L'équilibre est primordial. Donc oui, si la demande reste forte et constante, cela aide. Mais la demande n'est pas garantie et elle peut changer rapidement lorsque les prix évoluent vite. C'est pourquoi les négociants sont prudents. Maintenant, voici un moment où je veux que vous réfléchissiez en tant que spectateur. Si vous croyez aux métaux comme forme de stabilité financière, que se passe-t-il lorsque les mécanismes de stabilité au détail vacillent? Cela ne signifie pas que les métaux échouent. Cela signifie que vos points d'accès deviennent des points de stress. L'approche mature consiste donc à planifier votre liquidité avant d'en avoir besoin. N'attendez pas d'avoir une urgence pour tester où vous pouvez vendre. Si vous réussissez, partagez votre histoire de succès dans les commentaires afin que d'autres puissent rester motivés. Je suis sérieux. Si vous avez trouvé un débouché équitable, une bonne stratégie ou un moyen de naviguer sur ce marché sans vous faire écraser, dites-le aux gens, car la section des commentaires devient une carte lorsque les choses deviennent étranges. Maintenant, donnons aussi un conseil aux négociants, car je sais que beaucoup de propriétaires de boutiques regardent ces vidéos discrètement. Si vous tenez une boutique et que vous vivez uniquement de la revente de lingots, vous êtes exposé. Commencez à développer une base de produits et de connaissances plus large. Apprenez la numismatique, les pièces du monde, les billets de banque, les bases de la joaillerie, comment évaluer les montres. Apprenez les catégories qui vous permettent de générer une marge sans dépendre d'un calendrier de paiement des raffineurs. Et aux négociants qui se sentent bloqués parce qu'ils ne sont pas experts dans ces domaines, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin d'apprendre. Les boutiques qui survivront à cette décennie seront celles qui traiteront l'éducation comme un inventaire, parce que la connaissance est la seule chose que vous pouvez stocker sans immobiliser de l'argent. Et en parlant d'argent, il y a une autre vérité inconfortable. Certaines boutiques ont vécu trop près du précipice. Elles se sont fiées à des conditions de paiement rapides comme substitut à la capitalisation. Cela fonctionne jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Donc, si vous êtes un négociant, construisez un coussin. Si vous êtes un client, comprenez que votre boutique préférée pourrait être dans un combat que vous ne pouvez pas voir et peut être la chose la plus pratique que vous puissiez faire en tant que client est simple. Si vous faites confiance à une boutique, étalez vos transactions. Ne vous présentez pas et ne déposez pas tout sur le comptoir le jour le plus chaotique de l'année. Collaborez avec eux, appelez à l'avance, demandez ce qu'ils achètent, demandez ce qu'ils peuvent vendre. Ce type de coopération maintient votre écosystème local en vie. Maintenant, je vous avais promis des rebondissements. En voici un. Que se passe-t-il si cela se propage des raffineurs aux monnaies et aux grossistes? Parce que les raffineurs sont un nœud, les grossistes en sont un autre, les monnaies un autre, l'expédition un autre. Si plusieurs nœuds se resserrent en même temps, vous n'obtenez pas seulement des primes élevées, vous obtenez un rationnement. Je ne dis pas que c'est garanti,
Je dis que les ingrédients existent et si vous avez déjà vécu un environnement de rationnement, qu'il s'agisse de carburant, d'épicerie ou de toute autre chose, vous savez ce qui se passe ensuite. Les gens achètent par panique, les gens conservent, les gens arrêtent de vendre et le marché devient encore plus déformé. Donc si vous regardez ceci en vous disant « Devrais-je acheter plus maintenant ?» Je ne vous donne pas une réponse simple. Je vous donne une meilleure question. Quel est votre plan si vous avez besoin de liquidité? Parce que acheter est facile quand on est excité. Vendre est difficile quand on est stressé. Et toute l'histoire dont nous parlons est de savoir comment la vente se complique lorsque l'arrière-plan se resserre. Alors, élaborez votre plan, testez vos débouchés, comprenez la différence entre une boutique de numismatique qui prospère et une boutique qui s'accroche. Maintenant, je veux revenir sur quelque chose de subtil, le panneau Spot Plus. Beaucoup de gens le voient et pensent que c'est un gadget. Ce n'est pas le cas. C'est un symptôme d'un marché où les négociants ne peuvent pas continuer à réécrire les prix toutes les 10 minutes. Et lorsque vous voyez Spot Plus apparaître soudainement dans une boutique qui utilisait auparavant une tarification unitaire fixe, cela vous indique que la volatilité a franchi un seuil qui a forcé la boutique à changer son comportement. En d'autres termes, ce panneau est le canari dans la mine. Donc, si vous êtes entré récemment dans une boutique et avez constaté ce changement, comprenez que vous observez une adaptation en temps réel et l'adaptation est ce qui séparera les survivants des victimes. Maintenant, pour les spectateurs qui aiment les données et veulent plus de contexte, je resterai minimal mais utile. D'après les récentes mises à jour du marché, nous avons vu les matières premières et les actifs tangibles se comporter comme s'ils étaient dans une phase de réévaluation des prix, tandis que les conditions financières continuent de changer en dessous. Ce type d'environnement amplifie les mouvements et pénalise quiconque ne peut pas gérer le timing. C'est pourquoi les petites boutiques se sentent plus pressées que les grandes. Les grandes opérations peuvent parfois absorber les paiements retardés, se couvrir plus efficacement et négocier les conditions. Les petites opérations ne le peuvent souvent pas. Mais voici la bonne nouvelle. Les petites opérations peuvent être agiles. Elles peuvent se spécialiser. Elles peuvent bâtir la confiance de la communauté. Elles peuvent pivoter plus rapidement qu'une entreprise géante. Donc, encore une fois, ce n'est pas un anéantissement garanti. C'est un processus de tri. Maintenant, je vais dire quelque chose aux accumulateurs qui pourrait être controversé. Si toute votre stratégie est de « je vais simplement revendre à la boutique », vous manquez la vue d'ensemble. La position la plus forte est d'être votre propre source de liquidité lorsque cela est possible. Cela peut signifier avoir un coussin de trésorerie d'urgence pour ne pas être forcé de vendre dans le chaos. Cela peut signifier accumuler des produits standardisés faciles à déplacer. Cela peut signifier établir des relations avec plus d'un négociant. Cela peut signifier être prêt à vendre par petits lots au lieu d'une vente massive. Rien de tout cela n'est compliqué. C'est juste de la planification. Si vous réussissez, partagez votre histoire de succès dans les commentaires afin que d'autres puissent rester motivés. Nous approchons de la fin, alors concluons avec une dernière vérification de la réalité. Les métaux font ce que les métaux font. Ils attirent l'attention lorsque les prix s'envolent. Mais l'écosystème de détail qui livre le métal physique aux personnes réelles n'est pas magique. Ce sont des entreprises, des camions, des contrats et des flux de trésorerie. Lorsqu'une partie de ce système se resserre, les effets se manifestent partout. Vitrines vides, panneaux Spot Plus, boutiques qui arrêtent d'acheter, offres qui semblent basses, primes qui semblent élevées. Si vous comprenez les rouages, vous prendrez de meilleures décisions et si vous ne le faites pas, vous deviendrez émotif. Et le marché adore se nourrir des décisions émotionnelles. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez tout de suite. Premièrement, dites-moi dans les commentaires, dans votre région, les boutiques achètent-elles toujours de l'argent et de l'or aujourd'hui
Ou voyez-vous des panneaux «N'achète pas»? Deuxièmement, dites-moi à quelle heure vous regardez ceci, car je suis vraiment curieux de savoir combien d'entre vous voient cela en temps réel pendant que leur marché local est ouvert. Prenez soin de vous, restez lucide et ne laissez pas le chaos prendre des décisions à votre place. Cette vidéo est destinée à l'éducation et à la perspective, basée sur mon interprétation personnelle du comportement du marché public et non une promesse de résultat. Je ne suis pas votre conseiller financier, je ne connais pas votre situation et rien ici n'est une recommandation d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Utilisez cela comme une lentille, puis prenez votre propre décision